Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection, Le parti pris du cinéma. Dirigé par Claire Mercier. Essai, monographie, cinéfable. Entre objectivité et subjectivité, entre récit et drame, entre œuvre et marchandise, mort ou métamorphose du cinéma? Nous publions des essais parce que ce terme unit dans une ambiguïté féconde la critique et les cinéastes. Des monographies parce qu'on peut imaginer un temps où le cinéma disparut. Les films ne subsisteront que par les descriptions vivaces qui leur auront été consacrées et qui déjà, en donnent une image. Nous publions aussi des scénarios et plus largement des textes qui ont pris place dans le processus de production des cinéfables. Parce que de projet de film qu'il était, le scénario tend lors de chaque projection du film à redevenir fluide et à aller se déposer ailleurs. Chaque auteur de la collection s'aventure personnellement à interpréter ce que peut être le parti pris du cinéma. Comité de lecture. Guillaume Bourgois, Jean Durançon, Dominique Lègle. Arthur Ma, Claire Mercier, Bruno Meur. Martial Pisani, Pauline Soula. Dans la même collection. Aniel Weinberger, Le danger des liaisons 2014. Aurélia Georges, Élodie Montlibert, L'homme qui marche 2013. Robert Bonamy, Le fond cinématographique 2013. Suzanne Liandra-Guig, Jean-Louis Letras, Rio Bravo de Howard Hawks 2013. Avant-propos. En forme d'introduction au récit filmique, André Gardy ne manque pas de relever la constellation d'idées reçues sur l'adaptation, ou à tout le moins de fausses questions. C'est l'un des mérites, on lui reproche tant de choses à commencer par son jargon, de la théorie du cinéma que d'avoir débusqué ses impertinences. Et de spécifier à juste titre. Le plus souvent c'est dès le début que la question est mal engagée, lorsqu'on se propose notamment d'analyser le possible jeu des équivalences entre les deux pratiques artistiques. Nous discernons bien là un rapprochement d'idées avec notre essai qui vise, non pas tant à appliquer une proposition comparative exprimant une modalité égale, supérieure ou inférieure entre les trois adaptations cinématographiques du roman épistolaire de Pierre-Ambroise Chauderlot de Laclos, Les liaisons dangereuses, parution en 1782, c'est-à-dire Les liaisons dangereuses 1960 de Roger Vadim, 1959, Dangerous liaison de Stephen Frears, 1988 et Valmont de Milos Forman, 1989, qu'a appliqué le mode de comparaison dans le sens littéraire, selon le Larousse, un procédé stylistique qui consiste à mettre en rapport deux termes comparés dans une intention de clarté ou de poésie. Tractation qui peut nous conduire, pour l'analyse du travail de l'adaptation, à tenter le franchissement de la frontière entre comparaison et métaphore. On doit à l'exemplarité même du sujet d'avoir dirigé nos recherches et nous inciter à éprouver de ce point de vue le motif de l'adaptation. D'une part, parce que le premier film, Les liaisons dangereuses 1960, a provoqué un scandale comparable à celui du livre original lors de sa parution au XVIIIe siècle. La Ve République agitant comme jadis sur l'avant-scène du théâtre du monde l'ordre, la morale et la religion, le spectre du vice et de la contrefaçon. D'autre part, en raison du caractère singulaire des trois adaptateurs, Roger Vaillant, écrivain-scénariste, Christopher Hampton, dramaturge-scénariste, Jean-Claude Carrière, scénariste. Une originalité de parcours à l'instar de Laclos, auteur d'un seul roman, et des trois scénaristes et des trois réalisateurs, qui permet de confronter les différents points de vue sur l'adaptation et constitue par là même un exemple sans précédent dans le cinéma. Roger Vaillant, Roger Vadim. Du romanesque libertin à l'imaginaire viril, Les liaisons dangereuses 1960, métamorphose de la vie de la bonne société en jeu strictement codifié. Christopher Hampton, Stephen Frears. De la théâtralité de Dangerous liaison à la dramaturgie libertine. Sous les feux de la rampe, la scène organisée de manière picturale. Jeu de masques, parade rituelle, coup de théâtre. Jean-Claude Carrière, Milos Forman. Du souffle épique de Diderot, contre la vision sadienne des liaisons. Valmont ou la conception musicale de l'œuvre. Dédramatisation, désacralisation et démystification. De la scène inaugurale à la clôture. Jeu d'écho. La problématique du processus de l'adaptation implique un travail de démonstration, dont la méthode la plus appropriée à notre sujet, indique tout particulièrement les débuts et les fins des films.
La désignation des scènes d'ouverture et de fermeture, si elle embrasse un terrain a priori déjà défriché dans les histoires du cinéma, se particularise pour ce qui relève de notre propre analyse dans le choix de l'adaptation des Liaisons dangereuses et de ses modes d'application dans les films Les Liaisons dangereuses 1960, Dangerous Liaison et Valmont. Une élection qui plébiscite d'autant ses échos à distance que fait apparaître Jacques Gerstenkorn. De tous ces jeux d'échos, les plus faciles à mémoriser sont ceux qui encadrent le récit. Amplitude maximale lorsqu'il s'agit d'un encadrement, précise-t-il lui-même. Par encadrement métaphorique, j'entends le fait qu'une relation d'analogie relie le début du film à sa fin, parce que, à l'échelle d'un film entier, il est fréquent d'éprouver un sentiment de déjà-vu, et nous voudrions y associer le déjà-lu, sans pour autant retrouver littéralement, c'est nous qui soulignons, les mêmes images ou une scène reproduite à l'identique. Le travail d'écriture consiste dans la transformation des matériaux légués par une tradition, fournis par des prédécesseurs, note Michel Delon à propos de la Clos. Juste introduction à cette mission exploratoire des lettres clés, qui ouvre au roman épistolaire comme elle le verrouille, et des séquences correspondantes dans les 3 films. Toutefois, prendre l'auteur au pied de la lettre, étudier la structure, la composition, le mouvement qui va du roman au film et des films au roman autorise une mise en rapport en forme de contrepoint grâce à laquelle vouloir rester collé au texte en se reposant sur les ouvrages d'analyse du roman et les études biographiques sur la Clos est peut-être la meilleure façon de dégager des perspectives, des points de vue nouveaux dans les films par l'étude du scénario, des travaux sur l'adaptation, l'écriture et la mise en scène. Les liaisons dangereuses. J'étais en garnison à l'île de Ré, et après avoir écrit ces quelques élégies des morts qui n'en entendront rien, quelques épîtres en vers, dont la plupart ne seront jamais imprimées très heureusement pour le public et pour moi, étudier un métier qui ne devait me mener ni à un grand avancement ni à une grande considération, je résolus de faire un ouvrage qui sortit de la route ordinaire, qui fit du bruit et qui retentit encore sur la terre quand j'y aurais passé. Les liaisons dangereuses. Pierre-Ambroise Choderlos de la Clos. P.A. Choderlos de la Clos. 1782. Le siècle des Lumières, 7 ans avant la Révolution. C'est au printemps, le 23 mars, que le Mercure de France annonce la parution en librairie des Liaisons dangereuses, premier roman du petit-fils d'un officier royal anobli, lui-même officier supérieur dans l'artillerie, P.A. Choderlos de la Clos, né à Amiens le 18 octobre 1741. Connu seulement par quelques poésies fugitives publiées au Mercure et dans l'Almanach des Muses, et par l'échec cuisant à la comédie italienne d'un livret adapté d'Ernestine de Madame Riccoboni. C'est dans sa morne vie de garnison à Grenoble qu'il aurait fréquenté les milieux libertins déroués, mais il en aurait été plus le témoin que l'acteur au point d'échapper par l'écriture de son roman à la solitude et l'ennui des villes de province. Comme le stipule Béatrice Didier, le lien entre l'homme et l'œuvre n'est pas si simple, sa carrière militaire n'a pas satisfait toutes ses ambitieuses espérances, de petite noblesse la Clos doit en partie son avancement à l'ancienneté plutôt qu'à des exploits guerriers. Mais le corps d'artillerie, dédaigné par les nobles, suppose des connaissances techniques qu'il acquiert à l'école de la fer, au point d'y inventer plus tard le boulet creux, notre obus, et servir sa plume d'acier. Le langage du temps use des mêmes termes pour la guerre et pour l'amour, écrit Roger Vaillant, et si les militaires, désespérant de voir finir une paix en France qui va durer 30 ans, se traînant de garnison en garnison, s'exercent pour passer le temps à la poésie, tous ont pas la virtuosité de plume de la Clos, pas davantage son aptitude de géomètre, responsable de la fortification de l'île d'Aix où il commande 500 hommes. Géomètre, chef de chantier dans l'île de Ré, c'est en capitaine de bombardier, 1779, et capitaine commandant de canonnier, 1780, qu'il met au point minutieusement une attaque en règle contre l'aristocratie, frein à sa carrière militaire, à sa carrière dramatique, l'échec en 1777 de l'opéra comique d'Ernestine devant un parterre royal, Marie-Antoinette et la cour, et à sa vie amoureuse en une marquise de L'. Aristocratie grenobloise dont son personnage fictif, Madame de Merteuil, serait une pâle copie. Le roman des Liaisons dangereuses a produit tant de sensations, par des allusions qu'on a prétendu y saisir. Il en est résulté enfin une clé générale qui embrasse tant de héros et d'héroïnes de société, que la police en a arrêté le débit, et a fait défendre aux endroits publics où on le lisait, de le mettre désormais sur leur catalogue, rapporte Moufle d'Angerville.
Après ces liaisons dangereuses, météores désastreux qui ont apparu sous un ciel enflammé à la fin du XVIIIe siècle, selon Tilly, il fait encore parler de lui avec la publication d'un éloge à Vauban, un déboulonnage en règle qui met un terme à ses écrits après l'accueil déjà froid des liaisons dans l'armée et par la censure du maréchal de Ségur. Au service du duc d'Orléans à partir de 1788, il n'écrira plus que des textes rattachés à son action politique jacobine, à l'exception de ses mémoires de poudre et de la correspondance avec sa femme Marie-Solange Dupéré qu'il ne cessera jamais d'aimer. Bonaparte admirateur des liaisons ou du boulet creux, le nomme, en 1800 général d'artillerie dans l'armée de Naples, à Tarente, où il finit ses jours, non pas dans un combat singulier tant attendu mais de dysenterie, le 5 septembre 1803. Que Laclos fut géomètre et officier d'artillerie l'aida certainement à découvrir le type sous les individus, et les règles du jeu sous les fioritures, convient Roger Vaillant. Les liaisons dangereuses 1960. Roger Vaillant. En 1959, Roger Vaillant, romancier notoire au parcours singulier, signe pour Roger Vadim, ancien journaliste révélé par son premier film Et Dieu créa la femme, une adaptation libre inspirée des liaisons dangereuses de Laclos. Pour Roger Vaillant, le roman est un grand livre parce qu'il est la peinture réaliste d'une classe sociale à la veille de sa chute. Laclos, affirme-t-il, est l'ennemi de classe des Valmont, et son roman une bombe destinée à servir d'arme à la bourgeoisie, classe montante, contre l'aristocratie, classe privilégiée. Après procédure, la Société des gens de lettres exige la mention 1960 pour justifier de la version contemporaine des liaisons. Le scandale accompagne la sortie du film le 9 septembre 1959. Une grande première interdite in extremis, des ministres réunis en toute hâte. Il y avait bel et bien en cet automne 1959 une affaire liaison dangereuse qui divisait l'opinion comme la presse qui la reflétait. À cette occasion, Roger Vaillant put constater une nouvelle fois la place qu'il occupait dans le monde littéraire français et la considération que lui valaient ses derniers romans. À Vadim tous les coups, pour lui toutes les indulgences sinon les compliments. Roger Vaillant, 1907 à 1965, membre cofondateur du Grand Jeu avec Roger Gilbert Lecomte et René Daumal. Moi parmi les simplistes, contre ma famille parmi la classe bourgeoise. Ce conflit donne naissance à un art, une littérature, le Grand Jeu, à une mythologie, Bubu le simpliste, à un style de vie, à un érotisme, visant à relayer le surréalisme. En 1942, Roger Vaillant entre dans la Résistance et adhère au Parti communiste. De cette période militante date sa collaboration avec Louis Daquin pour Belle Amie d'après l'œuvre de Maupassant. En 1953, il écrit un Laclos par lui-même, pour Roger Vadim Les liaisons dangereuses, 1959, et Mourir de plaisir, 1960, Le vice et la vertu, 1963, et son dernier film Le jour et l'heure de René Clément, 1963, tout comme son essai Le regard froid. Les travaux cinématographiques de Roger Vaillant épousent ainsi les aléas d'une sensibilité saisonnière. Engagement, libertinage, solitude orgueilleuse. Ce curieux mélange de cynisme et de mysticité n'a cessé depuis sa mort de lui valoir une pléiade d'amis posthumes. Ce curieux mélange rejoint le compromis entre une sincérité certaine et un certain mal du siècle, qui caractérise Vadim pour Georges Sadoul. Vadim gaspille. Je ne suis prodigue que pour mes plaisirs. Vadim se laisse posséder. Je ne m'engage jamais sans me ménager une porte de sortie. Quand je commence d'aimer, je pense à la rupture. Il a tout qu'il détruit en se détruisant, écrit Roger Vaillant. Vadim, cinéaste de la nouvelle vague, selon l'expression de la journaliste Françoise Giroud pour désigner les jeunes gens de 1958, fut même à l'origine de cette génération cinématographique avec Agnès Varda et son film La Pointe courte, dès 1956. Jusqu'à Sait-on jamais ? 1967, c'est l'état de grâce. Nous l'aimons parce qu'il parle de ce qu'il connaît. Vadim fait déjà partie de cette race chère à Cocteau des chiffonniers de génie. Il trouve ses dialogues à l'Élysée Club, ses idées de mise en scène à Saint-Tropez et son rythme dans la Ferrari Europa qui le rapproche de Rossellini. C'est notre seul cinéaste moderne, pouvait-on lire dans les cahiers du cinéma en 1957. 4 ans et 7 films plus tard, après Les bijoutiers du clair de lune, 1957 à 58,
Les liaisons dangereuses 1960-1959 et Mourir de plaisir 1960, La bride sur le cou, le sketch et l'apostrophe. Orgueil dans les 7 péchés capitaux 1961-62, Le repos du guerrier 1961-62 et Le vice et la vertu 1962. Le ton a changé. Quand Roger Vadim se souvient de ce jeune homme, il peut nous donner la nostalgie de ce que personne d'autre mieux que lui ne saurait faire. Hélas, le souvenir se brouille et s'efface, le rêve n'est plus que vision d'art début de siècle, Eros l'ultime foyer des apostrophes. Ancien combattant bien fatigué, l'Éternel épargnera-t-il Vadim? Lui en tout cas s'en moque. Il a choisi la voie de son salut. La fadeur bourgeoise de la Ve République, lit-on en décembre 1962 dans les cahiers du cinéma. Je ne veux nullement rouvrir à ce propos l'éternelle querelle des adaptations cinématographiques mais, écrit Tristan Renaud. Mais quand même. Le malentendu vient de ce que, pour l'essentiel, l'œuvre de Roger Vadim repose sur des adaptations comme mises à jour mais qui seront jugées tout au plus comme des mises au goût du jour. Dangerous Liaison. Stephen Frears, Christopher Hampton. En 1988, Christopher Hampton, jeune dramaturge anglais ayant découvert le roman de Laclos durant ses études, signe avec Stephen Frears l'adaptation cinématographique de sa pièce « Les liaisons dangereuses » écrite pour la Royal Shakespeare Company et dont la première représentation eut lieu en 1985 à Stratford-on-Avon dans la mise en scène de Howard Davis. Jouée dans une quinzaine de pays, dont la France, récompensée 6 fois, cette pièce valut à Christopher Hampton l'Oscar de la meilleure adaptation pour le film de Stephen Frears, Dangerous Liaison, en 1989. Christopher Hampton a étudié l'allemand et le français au New College d'Oxford. Sa première pièce When Did You Last See Your Mother, écrite à 18 ans, sera représentée à Oxford. C'est là que sont jouées la plupart de ses pièces de jeunesse. Il en devient le premier auteur dramatique résident ainsi que le directeur littéraire. Il se forge là une réputation qui lui vaudra sans doute une certaine bienveillance de la critique universitaire, le présentant comme un fin connaisseur du XVIIIe siècle français. On accrédite davantage ses travaux de plume des liaisons dangereuses théâtrales que le cinéma de Stephen Frears. Dans la version pour la scène de Christopher Hampton, bon 18e, on était plus près du texte et du cynisme original, mais encanaillé, pointe de la sorte Laurent Versini. Si on lui doit Total Eclipse 1968, Savages 1974 et Tritz 1976, c'est son travail de traduction et d'adaptation que nous retenons ici, comme celui de l'écrivain hongrois Yodion von Horváth et des adaptations en anglais d'Eda Gabler, Tartuffe, Oncle Vania. Sa première pièce pour la télévision est sa première rencontre avec Stephen Frears qui réalise Abel's Will, 1977. Suivent plusieurs adaptations dont L'Hôtel du Lac, de Anita Bruckner, jusqu'au très remarqué A Dangerous Method 2011, réalisé par David Cronenberg d'après la pièce de Christopher Hampton elle-même adaptée du roman de John Kerr et pour Anne Fontaine, celle de Perfect Mothers d'après Doris Lessing en 2013. On retiendra de sa filmographie The Honorary Consul, 1983 de John Mackenzie, The Good Father, 1986 de Mike Newell pour qui il écrit en 1989 Carrington, mais qu'il réalise lui-même en 1995, signant là son premier film. L'année suivante, il passe à sa deuxième réalisation, Secret Agent, tout en adaptant Mary Reilly pour Stephen Frears qu'il retrouvera en 2009 pour Chérie d'après Colette. 2 représentations de la première tournée mondiale de la Royal Shakespeare Company avec les liaisons dangereuses, les 11 et 23 décembre 1990 à Paris, mise en scène de David Levaux, nous ont permis, comme le note Ethno Nail, de constater les différences essentielles entre la version présentée par la Royal Shakespeare Company et le film de Frears. Bob Crowley avait conçu pour 8 changements de lieu, un seul et unique décor qui, grâce à une stylisation théâtrale, drapé de somptueux tissus de couleur ivoire, servait de boudoir, de salon et de champ de bataille. L'interprétation très cérébrale, voire distante, était scandée par une rapidité marquée du débit. Les costumes pastels soulignaient le contraste entre les machinations des libertins et l'innocence apparente des victimes. Aucune sentimentalité n'était permise à la fin. La marquise de Merteuil continuait comme avant. En tout, 11 changements de scène contre à peu près 200 dans la version filmique. La convention épistolaire avait été abandonnée. 1985.
Le Festival d'Édimbourg fait le succès d'une œuvre dramatique réalisée pour Channel 4, My Beautiful Laundrette par un inconnu, Stephen Frears, qui a derrière lui 31 films pour la télévision britannique. Des collaborateurs de renom comme Neville Smith, Tom Stoppard, Christopher Hampton, Chris Minges ou George Fenton soulignent la qualité d'apprentissage d'un cinéaste formé à l'école de la télévision anglaise à l'instar de Mike Leigh, Ken Loach ou Peter Greenaway. Jeune diplômé de l'université de Cambridge, Stephen Frears, né à Leicester en 1941, entre dans les années 60 comme assistant metteur en scène de Lindsay Anderson au Royal Court Theatre. C'est par lui qu'il fera la connaissance de Karel Reisz. Il assiste Anderson sur le tournage d'If 1968 et collabore avec Reisz sur Morgan, à partir de quoi Stephen Frears fera partie de la nouvelle vague britannique avec Gumshoe 1971, son premier long métrage. The Hit 1984 précède My Beautiful Laundrette, Prick Up Your Ears et Sammy and Rosie Get Lay 1987 qui lui valent une réputation internationale. De là, Dangerous Liaison 1988, film tourné en France, marque sa première incursion dans le cinéma américain. Pour Stephen Frears, Les Liaisons dangereuses est un livre intemporel qui traite de l'amour avec un modernisme étonnant. La présente adaptation s'inscrit dans le droit fil de ses 3 dernières réalisations. C'est une histoire d'amour, de passion et de manipulation. L'action de Dangerous Liaison emprunte davantage au roman de Laclos qu'à la pièce de Christopher Hampton. Le dialogue, en revanche, vient principalement de la pièce. Le ton du film est très contemporain, très ironique. Donald Westlake adapte le roman noir de Jim Thompson, The Grifters pour Stephen Frears en 1990. Ethnonale note à ce propos que Frears tient à ce que le scénariste soit toujours présent. Un film est pour lui une entreprise menée en collaboration. L'intelligence de Frears, sa sensibilité littéraire, c'est nous qui soulignons, ont inspiré Westlake. Accidental Hero 1992 ferme cette première trilogie américaine avant de retrouver Dublin pour The Snapper, écrit par Roddy Doyle et tourné en 1993 pour la BBC, un portrait d'une famille irlandaise qu'on retrouve dans The Van en 1995. Il retourne aux USA pour Mary Reilly, adapté une fois encore par Christopher Hampton et Hilo Country, 1999, son premier western d'après le roman de Max Evans, scénario de Wallon Green, La Horde sauvage, et produit par Martin Scorsese, film qui traite de l'adaptation au changement qu'évoquent les propos d'Ethnonale. Les allers et retours entre Europe et les États-Unis, la diversité dans le choix des genres comme dans la distribution des rôles, la complexité des rapports que le cinéaste entretient avec les différents systèmes de production, tout cela ne saurait masquer une perception constante du monde. Violente et drôle, provocatrice et tendre, son œuvre n'est éclatée qu'en apparence. Elle suit un itinéraire, dessine une vérité. Serait-elle sa vision de l'homme ? Une alternance confortée par The Queen 2006, où Hélène Mirren incarne Elisabeth II, et le tournage en France de l'adaptation de Chérie de Colette 2009. Retour en Angleterre pour l'adaptation du roman gothique de Posy Simmonds, Tamara Drew 2010. Lady Las Vegas en 2012 conjugue le Royaume-Uni et les États-Unis et préfigure Philomena, 2014. Une coproduction BBC et Pathé France pour l'adaptation de The Lost Child of Philomena Lee de Martin Sixsmith. Valmont. Milos Forman Jean-Claude Carrière. En 1988, simultanément à Dangerous Liaison, se met en chantier le film du cinéaste tchèque Milos Forman qui, après avoir vu la pièce de Christopher Hampton et lu le roman de Laclos, décide de partir de l'œuvre originale pour réaliser son 10e film, Valmont, après 5 ans de silence depuis Amadeus. L'adaptation librement inspirée des Liaisons dangereuses de Laclos est signée Jean-Claude Carrière, scénariste mais tout autant écrivain, dramaturge, acteur, réalisateur et professeur, conjuguant ses qualités professionnelles à la pédagogie pour l'enseignement du scénario. Licencié en lettres et diplômé en histoire à l'École normale supérieure de Saint-Cloud, il abandonne sa vocation pour le dessin et l'écriture. C'est en 1961, après la publication de son premier roman Le Lézard, qu'il co-signe ses premiers films avec Pierre Étais. En 1963, c'est avec le journal d'une femme de chambre que commence sa collaboration avec Louise Buñuel qui durera 14 ans et 6 films, De Belle de jour, 1966, à Cet obscur objet du désir, 1977.
Scénariste de Louis Malle, Jacques Deray, mais aussi de Volker Schlendorf pour Le Tambour 1979 et Un amour de Swann 1983, de Jean-Luc Godard pour Sauve qui peut, La vie, 1980, Nagisa Oshima, Philippe Kaufman pour L'insoutenable légèreté de l'être, bien sûr le retour de Martin Guerre de Daniel Vigne, 1981, en passant par Le Danton d'Andrzej Wajda et tant d'autres. Andrzej Wajda dont on peut retenir les propos suivants. La plupart de mes 40 films sont basés sur des œuvres littéraires. J'en veux pour exemple mon travail sur le film Danton. La Révolution française avait fourni tant d'œuvres dramatiques et littéraires qu'on ne pouvait plus écrire qu'un scénario s'appuyant directement sur les faits historiques. Jean-Claude Carrière prit comme base de scénario la pièce de Stanisława Perzybiszewska, doublée de son regard personnel tant sur le drame de Robespierre que sur l'image de ses idées utopiques et de la défaite inéluctable du Comité de salut public. Des propos qui rendent compte, dans la multiplicité des adaptations de Jean-Claude Carrière, d'un point de vue semblable. Ainsi, le titre Valmont souligne la liberté d'inspiration et l'axe principal du film. Ce titre avoue à la fois et pour la première fois en regard du roman de Laclos, la dualité de toute adaptation, le respect et l'irrespect, selon la belle formule de Jean-Claude Carrière qui précise « Les dangers qui menacent toute adaptation, c'est comme disait Valérie en parlant du monde, l'ordre et le désordre. Si on jette par-dessus les buissons les rapports des personnages dans les liaisons, on en fait un vaudeville. Si on insiste sur la méchanceté des personnages, on a l'impression que ce sont des fous. Nous, on voulait savoir ce qui les faisait avancer. Nous avions 2 points de repère, la séduction de Cécile et la mort de Valmont. Jean-Claude Carrière. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.